Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. L'argent public est-il devenu le patrimoine des politiciens au Sénégal? Comment faire pour préserver les ressources publiques? Quelle est la responsabilité des autorités étatiques et des citoyens dans ces situations? Quelle politique sécuritaire pour lutter efficacement contre le grand banditisme, le djihadisme, les braquages entre autres? Faut-il maintenir ou revoir la caution de 20 millions de francs CFA pour participer aux législatives? Pour en parler, Remue Ménage reçoit ce dimanche Mbaye Thiam, historien et enseignant en archivistique à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Ousseynou Samba, pénaliste et coordinateur général du bureau à information du justiciable de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Remue Ménage, Mbaye Thiam, Ousseynou Samba, face à face et face à Alassane Samba Diop, dimanche, 10h-11h, sur Radio Futur Média. Dimanche 26 février 2017, merci de votre écoute à Remue Ménage. Merci à mes invités qui sont là avec moi dans le studio. Alors, cette semaine, l'affaire Khalifa Sall tient le haut du pavé avec sa caisse d'avance. Beaucoup de choses ont été écrites, ont été dites par rapport à cette affaire. Mbaye Thiam, quelle lecture faites-vous de cette affaire Khalifa Sall avec sa caisse d'avance? Merci beaucoup, Alsan. Et je te remercie pour cette énième invitation sur ce plateau. Je voudrais juste dire qu'il y a plusieurs lectures possibles de cette affaire. Évidemment, il y a une lecture politique, il y a une lecture juridique ou judiciaire. Mon jeune ami Samba reviendra là-dessus plus que moi-même parce que je ne suis pas juriste. Il y a même une lecture archivistique. Moi, j'ai un examen avec mes étudiants de master lundi ou mardi. J'ai envie de leur demander, j'espère qu'ils ne m'écoutent pas, lecture archivistique de l'affaire Khalifa Sall. Khalifa Sall, c'est pas n'importe qui, Alsan. C'est le maire de la capitale de notre pays. Son élection en 2009 avait ouvert une brèche dans le pouvoir monarchisant d'Abdoulaye Wade et avait permis de penser sérieusement que 2012 était possible. La deuxième chose, acte qu'il avait posé après son élection, c'était sa fameuse déclaration de patrimoine devant un jury, alors que rien ne l'y obligeait. Il nous avait donc ouvert des perspectives d'espérance d'une gestion vertueuse, d'une gestion transparente de la mairie de Dakar, qui est la capitale de notre pays et qui est la locomotive qui tire le reste. Malheureusement, force est de constater que il y a dans cette affaire Khalifa Sall plusieurs lectures possibles. Nonobstant le fait que le contexte peut prédisposer à des interprétations politiciennes, cette affaire doit arriver en justice. Est-ce que Khalifa Sall seul doit arriver en justice? Ça, c'est pas moi qui le dirai. C'est au magistrat qu'il appartiendra de le dire et à la justice. Mais je pense que c'est pas une bonne affaire. Parce que l'archiviste que je suis, à travers une lecture technique et scientifique de cette affaire, peut relever qu'il y a indubitablement du faux et usage de faux en écriture publique. Mes étudiants apprennent que le document d'archive a une valeur certes informative, mais elle a essentiellement et fondamentalement une valeur probatoire. C'est-à-dire que le document doit refléter un acte administratif passé dans le cadre d'un mandat, d'une mission et respectant les textes. Or, visiblement, dans la gestion de cette affaire, il y a du faux. Il y a de la deuxième chose, et j'espère qu'on y reviendra, quand Khalifa Sall dit que tout le monde faisait comme ça avant, et que même ses prédécesseurs sont partis avec les documents, en m'appuyant sur la loi d'archives de ce pays, 2006-19 du 30 novembre 2006, qui lève la loi de 81 sur les archives, mais cela prouve qu'il y a des délinquants qui ont géré la mairie de Dakar. Si cela est vrai, et je m'appuierai sur des documents précis et sur une articulation de la loi pour le démontrer plus tard. Ousseynou Samba, vous êtes professeur en droit pénaliste.
Quelle lecture faites-vous de cette affaire? Khalifa Sall a expliqué qu'il n'est pas le premier à avoir géré la caisse d'avance et qu'aujourd'hui, depuis 1920, tous les maires qui sont passés ont géré la caisse d'avance et sont partis avec les archives. Merci Alassane. Je remercie mon doyen, le professeur Mbaye Thiam, et les auditeurs qui nous écoutent. Je dirais d'abord que il n'y a pas de droit acquis dans l'illégalité. Ce n'est pas parce que les autres le faisaient que vous devez le faire, même si c'est illégal. On ne peut pas invoquer un fait illégal précédemment commis pour dire que je le fais, je ne peux pas être puni. C'est un. Deuxièmement, dire que je n'ai pas de compte à rendre. Or, on sait que ce qu'ils appellent caisse d'avance, en réalité, ce sont des régies d'avance. Et les régies d'avance permettent à une personne appelée régisseur de pouvoir abréger les procédures comptables. On sait qu'entre l'ordonnateur de dépense et l'exécutant de la dépense, il y a des démarches qui sont assez longues. Alors que parfois, la nature de la dépense justifie que l'on puisse aller plus rapidement. Parfois, c'est l'urgence et la nécessité qui exigent la dépense. C'est pourquoi on crée des régies d'avance qui permettent à la personne de pouvoir effectuer des dépenses de manière beaucoup plus rapide sans passer par les règles. Mais cette possibilité que l'on vous donne d'abréger les procédures implique à la fin que vous puissiez rendre compte de la gestion que vous avez fait, des sommes qui vous ont été remises. Or, Khalifa Sall disant que je n'ai pas de compte à rendre, je ne vais pas divulguer les noms des personnes à qui j'ai remis cet argent-là. C'est problématique juridiquement parlant. On ne peut pas gérer des fonds et refuser de rendre compte à la fin. Tout homme qui a du pouvoir doit rendre des comptes. Pouvoir et responsabilité vont ensemble. On vous a donné le pouvoir de gérer des fonds, je ne dirais pas en violation, mais en mettant entre parenthèses les règles classiques de gestion des fonds publics. Mais en contrepartie, on exige que vous fassiez un compte rendu de la manière dont vous avez utilisé les fonds. Ça devait être un contrôle a priori, mais comme le contrôle a priori est un peu long, pour des besoins de commodité, on dira qu'on fera un contrôle a posteriori. C'est après l'exécution de la dépense qu'il faudra justifier la manière dont les sommes ont été dépensées. Mais quand le Cheikh Khalifa Sall dit que je n'ai pas à prouver comment j'ai dépensé l'argent, c'est problématique. Il y a aussi une lecture politique qu'il faut faire de cette affaire, parce que beaucoup estiment qu'aujourd'hui, c'est parce que Khalifa Sall, de plus en plus, est en marge avec la direction qu'a pris la direction des partis socialistes, et qu'aujourd'hui, qu'il est en bisbille avec le pouvoir. Est-ce que vous avez la même lecture de ceux qui disent cela? Non, je n'ai pas cette lecture. Pourquoi? Moi, je distingue la lecture politique de la lecture politicienne. Quand un événement se passe, on peut avoir une lecture politique sous le rapport d'un pouvoir et d'une opposition qui, en contradiction, gèrent un même espace, chacun selon ses intérêts. Chacun a une stratégie, une tactique différente. Mais cela se fait dans l'encadrement des dispositifs réglementaires de notre pays. La lecture politicienne, par contre, concourt à dire, même si cela est vrai, ce qu'on lui reproche est vrai, on ne devrait pas, parce que, en réalité, on le poursuit parce qu'il constitue une menace. Il faut qu'on fasse attention. Les hommes politiques sont plus astreints que les autres au respect des textes dans un pays. Parce que c'est eux qui réclament la confiance du peuple, on leur accorde la confiance, et ce qu'ils gèrent ne leur appartient pas mieux, ils sont censés un jour rendre compte. Dès lors, est-ce que, au nom d'une crainte politique d'un adversaire, on doit le laisser faire ce qu'il veut? Moi, ma conviction intime est que, s'il y a, je dis bien s'il y a ce qu'on lui reproche, il n'y a pas un temps pour saisir la justice. Maintenant, il est évident que les politiciens de ce pays nous ont habitués à faire en permanence de la politique et veulent qu'on croie qu'ils ne font pas de la politique. En permanence, ils font de la politique dans tous leurs actes. Même quand ils vont dans les sites religieux, à l'occasion des Magal et des Gamou, ils ont un langage politique. Quand quelqu'un meurt, quand il y a des catastrophes, ils ont un langage politique. Mais après, ils disent aux gens, ne comprenez pas qu'on fait de la politique, comprenez autre chose. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est la problématique de la gestion du pouvoir, la problématique du rapport des politiques à l'argent, qui est une question autour de laquelle il faut qu'on ait un débat national. On ne peut pas, sous réserve d'une autorité conférée par des citoyens à partir d'un mécanisme légal,
électorale, mais faire ce que l'on veut parce qu'on est politique. Je pense que la lecture politique, elle existe. Par contre, la lecture politicienne, c'est la lecture partisane. Les partisans du pouvoir diront non, c'est la justice qui se déroule. Tout le monde sait que la justice, quand même, jusqu'à un certain niveau, peut être actionnée par le pouvoir politique. Les partisans de Khalifa Sall diront non, 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 c'est parce qu'ils nous en veulent politiquement qu'ils nous cherchent des... La question est, qu'est-ce que la loi, le droit va trouver autour de cette affaire? Et ma conviction d'archiviste, je dis bien d'archiviste, est que dans cette affaire, il y a de l'ambiguïté. Ousseynou Samba, il y a quand même d'autres, du camp de Khalifa, qui disent qu'il y a quand même d'autres rapports qui sont sur la table, qui n'ont pas été exploités. Il parle de rapport de l'OFNAC concernant la gestion du coude et d'autres rapports de l'IGE de la Cour des comptes qui n'ont pas connu la même célérité que celui de Khalifa. Moi, ce qui me pose problème, contrairement à mon doyen, le professeur Mbaye Thiam, c'est la manière dont la justice est distribuée dans les dossiers qui sont transmis au président de la République. Si certaines personnes pensent qu'il y a des relents politiques dans la poursuite, ou en tout cas dans l'enquête contre Khalifa Sall, je suis tenté de les croire. Pour la bonne et simple raison que ce qu'on lui reproche aujourd'hui, il le fait depuis 2009. Et comme il l'a dit, depuis 1920, on le fait. La lecture que moi j'en fais est que tant qu'on est du côté du pouvoir, on est maire de la capitale, on peut utiliser ces fonds comme bon vous semble et ne pas rendre compte. Mais quand on n'est pas du côté du pouvoir, vous devez être en conformité avec l'orthodoxie de la gestion des finances publiques. Mais pourquoi de façon globale, les politiciens estiment que l'argent des Sénégalais, c'est leur patrimoine, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec cet argent-là, et que bon, il y aura toujours des arrangements politiques. Mais Alassane, c'est parce que tout simplement la conception patrimoniale que nous avons du pouvoir. Quelque part, on pense que quand on vous nomme à une fonction, on vous gratifie. Et par conséquent, les sous qu'on vous remet pour que vous devez utiliser pour le bénéfice des populations, vous les utilisez comme bon vous semble. Et dans la mesure où cela peut vous permettre d'agrandir la clientèle politique et de la fidéliser, on ferme les yeux. C'est ça ce qui est dramatique. On vous donne des fonctions de responsabilité de directeur de société, de ministre, pour vous permettre d'avoir les moyens de créer une clientèle politique, de l'entretenir et de la massifier. Mais ces gens-là pensent qu'effectivement, tant qu'ils ont un argument à apporter devant le président de la République, ils peuvent faire de nos sous comme ce que bon leur semble. Tant qu'ils ont la possibilité de faire gagner celui qui les a nommés à ces fonctions-là les élections, mais ils feront de cet argent ce qu'ils veulent parce qu'ils vont après justifier l'utilisation des sous par le fait qu'ils aient gagné les élections dans la localité où ils sont. Et c'est ça qui est problématique. Il faut que nous changions cette vision, cette manière de voir. L'argent, du moins géré par ces personnes, ce n'est pas pour l'intérêt de leur clientèle politique, mais c'est pour gérer les intérêts des Sénégalais de manière générale. Mais est-ce que cette vision, cette façon de voir n'est pas quelque part adoubée par les Sénégalais qui sont dans des positions de corruptibilité, de corruptogène? Mais vous savez, ils demandent à ce que les politiciens vont de l'argent pour leur donner les dirigeants qu'ils méritent. Il ne faut pas qu'on pense que nos dirigeants politiques sortent de nulle part. Ils sortent de notre société. Quand à 20h le journal télévisé ou la radio annonce la nomination de quelqu'un à quelque poste de responsabilité que ce soit, chez lui on ne dort pas cette nuit. Le balai de voiture de parents qui viennent tous, c'est la fête. Maintenant, c'est notre moment, disent-ils. Et ça peut pousser des gens. C'est notre moment d'aller pied. C'est notre moment d'aller pied. Et ça, je pose ce que je disais tout à l'heure, notre rapport au pouvoir. Accéder aux responsabilités politiques dans un pays, ça sert à faire quoi? Ou ça sert à quoi? Accéder aux possibilités que donne le pouvoir politique, ça sert à faire quoi? Quels sont les objectifs? Tant qu'on n'aura pas, de manière claire, fait en sorte que tous ceux qui accèdent à des positions de pouvoir sachent qu'ils deviennent de ce jour des serviteurs du pays et du peuple, qu'ils ont l'obligation, quand ils vont quitter, de faire la preuve qu'ils ont mérité la confiance qu'on leur a faite en leur confiant des responsabilités. Et que cela ne peut se faire que sous l'angle de la vérification et du contrôle. Et que si jamais ils ont porté atteinte à la loi, ils doivent être traduits. Tant qu'on n'a pas pensé ces questions de manière précise, comme dans les pays démocratiques avancés, mais on sera un pays de corruption, de corruptibilité, et un pays de prébande
et de partage des intérêts. Mais est-ce que c'est pas la conséquence d'une longue impunité qui fait que les politiciens aujourd'hui considèrent que faire de la politique c'est un métier, c'est ça qu'ils doivent faire tous les jours, qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire? Mais c'est parfaitement... Est-ce que c'est pas les conséquences de tout cela qu'il a aujourd'hui? La loi sur l'enrichissement illicite, elle a été votée par Abdou Diouf. On a pensé que cette loi n'existait même plus, certains ont même dit qu'elle n'existait plus. Parce que surtout, sous Diouf, on n'a condamné qu'une personne, et des Pécadis. Sous Wade, on n'en a jamais parlé, et c'est sous Macky Sall qu'on l'a ressorti. Mais parce que nous avons des pratiques politiques qui sont à l'aune de notre perception du mandat politique et de la mission politique. Ce que je disais tout à l'heure, il faut que les politiciens sachent qu'on va en politique, mais pour faire la preuve de qualité capable de faire avancer la société, et pas pour s'enrichir. Parce que la plupart des gens qui vont en politique, je dis pas tous, encore, il faut aussi éviter les généralisations, mais ils y vont, mais parce que c'est le meilleur raccourci pour réussir socialement. C'est un raccourci pour la réussite sociale. Avant, on réussissait socialement en allant aux études, en faisant carrière dans l'administration ou dans le privé, de manière sobre et vertueuse, et on arrivait au... Et c'est l'impunité, non pas seulement du régime de Macky Sall, du régime d'Abdoulaye Wade, c'est l'impunité de tous les régimes politiques, depuis notre indépendance, qui fait que des gens se sont enrichis à milliards, on les a vus vivre de leurs milliards et mourir de leur belle mort avec des chansons de gestes, que toute génération qui arrive dit c'est notre tour. Le jour où on appliquera les textes de loi dans ce pays, pour faire en sorte que qui gère un sou de l'État rend compte, et que si, en rendant compte, il s'avère qu'il a fauté, qu'il soit puni, mais on diminuera, on ne fera pas disparaître, mais on diminuera sensiblement. Mais tant qu'on ne le fera pas, mais tous ceux qui viennent aux affaires, mais font des affaires. Est-ce que la gestion justement de ces dossiers-là aujourd'hui ne fait pas qu'on est dans une situation où on semble se tenir par la barbichette? L'opposition dénonce le fait que l'État du Sénégal aujourd'hui ne traduit pas les rapports devant la justice. Et si elle-même les convoque et dit écoutez, c'est la chasse aux sorcières. Non, c'est ce que disait le professeur Baïkam. Il faut que l'impunité disparaisse. Quel que soit le camp dans lequel on se trouve, si on a fauté, que l'on soit traduit. Le président de la République l'a lui-même dit, il y a des dossiers sur lesquels j'ai posé mon pied. Cela veut dire que ces gens-là ne seront jamais traduits. Si je prends le rapport de Khalifa Sall, c'est 360 millions. Si nous prenons 30 millions par mois, c'est 360 millions l'année. Mais il y a des gens qui ont été cités dans des rapports des IGE ou bien de l'OFNAC à plusieurs milliards. Et les autres maires, les autres localités. C'est là où je vais en arriver. D'autres maires les autres maires de la PR aussi. C'est ce que je dis. Les autres maires des autres partis qui sont cités dans ces rapports-là et qui n'ont pas été convoqués. C'est ça, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a un relan de politique dans cette affaire. Le problème, c'est que pendant longtemps, la capitale Dakar avait été gérée par un maire appartenant au parti au pouvoir. Donc toutes les dérives étaient acceptées. Quand Mamadou Diop a fait peut-être une incursion de 2 ans, il est resté pendant 2 ans, après il est parti, c'est le maire Pape Diop qui est arrivé. Khalifa Sall est resté aussi longtemps. Donc, mais c'est pourquoi je dis, il faut que l'on arrête de distinguer l'appartenance politique de la personne ciblée. Les rapports sont transmis au président de la République. Il doit les transmettre quelqu'un, quelle que soit l'appartenance politique de la personne. Il ne met pas le coude là-dessus. Mais il a mis plus que le coude, il a mis le pied. C'est encore ça qui est pire. Cela veut dire que c'est des dossiers qui ne seront jamais transmis. Donc, pourquoi transmettre les dossiers de certains et ne pas transmettre les dossiers des autres? C'est ça qui est troublant dans cette affaire. Mais si tous les dossiers impliquant des maires ayant géré des fonds, des caisses d'avance, comme ils l'appellent, ou des régies d'avance, de manière nébuleuse, ces dossiers-là avaient été transmis, personne n'oserait aujourd'hui crier à une affaire politique. Mais c'est parce que parmi tous les dossiers, il n'y a que le dossier de Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui a été transmis. Et c'est ça qui en tout cas crée le doute dans la tête des Sénégalais. Mais aujourd'hui, Mbaye, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ces politiciens pillent nos ressources? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que les maires, les directeurs de société, certains qui sont dans d'autres secteurs des pays, qu'ils prennent l'argent de la caisse et qu'il n'y ait rien après? Mais d'abord, travailler sur le profil des responsables. Et les Sénégalais eux-mêmes, quelle est leur responsabilité dans ça? Leur responsabilité est extrêmement entière, totale et entière. Parce que un maire, il est élu, il n'est pas nommé. Qui l'élit, c'est les Sénégalais qui se lèvent le dimanche, qui se mobilisent, qui vont jeter le bulletin dans l'urne et qui mettent Mbaye Thiam dans une mairie.
Et après, maintenant, l'entour pour dire maintenant que tu es là, il faut renvoyer l'ascenseur. Ouais. Dans le quartier, oui, Baïtiam vole donne-nous. Renvoyer l'ascenseur. Faire le trickle down. Voilà. C'est que, comme il n'a pas de patrimoine personnel à leur distribuer, il leur distribue quoi? Mais il leur distribue l'argent de la mairie. Les mairies de ce pays sont gérées au profit d'une clientèle politique. On crée des postes qui n'ont aucune valeur par rapport aux objectifs de développement de la commune. On distribue de l'argent autour du social. Moi, je suis gêné, sidéré plutôt, tous les ans de voir qu'à la veille de la Tabaski, à la veille de la Korité et de grandes manifestations religieuses, les maires pratiquement sont assis sur des charbons ardents. Ça veut dire que c'est eux qui gèrent le social. Ils n'ont pas été élus pour ça. Ils ont été élus pour faire des routes, pour faire des écoles, pour faire des dispensaires, pour développer leur secteur d'activité dans les missions que l'État leur a transmises en créant les collectivités locales. Mais on fait du social. Et le social, c'est pas ensuite, maintenant, veiller à ce que deuxième facteur essentiel, que la loi, le droit soit dit chaque fois, quelle que soit la coloration politique de celui qui est incriminé, que la loi soit dite. Qu'une justice libre se soit saisie ou se saisisse, s'autosaisisse et fait en sorte que ceux qui ont entaché leur mission à travers des actes délictuels soient jugés et condamnés. À ce moment-là, on reviendra à dire, mais tant qu'on fera en sorte que les maires soient élus sur des pourvus politiques, sans aucune qualité de gestion, mais on arrivera à on constatera malheureusement dessus. C'est pas le cas de Khalifa Sall, c'est pas le cas. Et là, le profil qu'il faut, ce qui est inacceptable, c'est que, il soit le seul devant la justice à propos de ça, parce que des rapports avant ont été faits, mais mieux qu'il est en matière de défense une argumentation qui ne tient pas la route. C'est ça mon problème, moi. Khalifa Sall a une défense qui ne tient pas la route par rapport à ce qu'on lui reproche. Mais pourquoi aujourd'hui l'inspection générale d'État ne va pas dans les mairies des petites communes où peut-être des maires sont là-bas en train de piller impunément l'argent des populations, dans les villages les plus reculés, à Ziguinchor, dans Casamance, à Tambacounda, dans le Fouta, ailleurs où des communes sont là-bas, où les maires pillent les caisses impunément, l'IGE ne vient jamais là-bas. En fait, je pense pour l'IGE, sa mission, elle est permanente. Et elle est nationale. Mais ils ne disent pas souvent les petites mairies. À leur corps défendant, je dis peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens de descendre aussi loin, même s'ils ont l'obligation. Un franc dans ces mairies, c'est important aussi. Non, je sais. Pour les populations qui vivent dans la misère. À Dakar, 360 millions pourrait paraître insignifiant. Mais aller dans les régions, 10 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est pourquoi je dis, ils ne doivent pas avoir une vision discursive de l'inspection. Ce ne sont pas les grands que j'inspecte, je laisse les petits. On doit inspecter tous ceux qui gèrent des deniers publics. Mais je dis, peut-être que c'est un problème de moyens qui fait que l'inspection générale d'État ne peut pas aller partout. Mais ce que je veux dire à propos de la question qui a été posée, comment faire au professeur Mbaïtiam, moi je crois qu'il faut imposer au corps de contrôle de transmettre les rapports et au président de la République et au procureur de la République, pour éviter que le président de la République ne choisisse les dossiers qu'il transmet. Et si les procureurs dorment, qu'est-ce que tu veux faire? Non, malheureusement. Il y a des procureurs qui... C'est vrai, il y a des procureurs qui dorment, mais l'argument selon lequel on n'a pas été saisi ne pourra plus être... on ne pourra plus saisir cet argument. Il dépend de la chancellerie. Il dépend de la chancellerie, certes, mais au moins aujourd'hui, l'argument invoqué le plus, c'est que les dossiers ne nous ont pas été transmis. Faisons de sorte qu'aujourd'hui, quel que soit le corps de contrôle, que le rapport soit fait en deux, l'un déposé au niveau du président de la République, l'autre déposé au niveau du procureur de la République. Mais il faut bien vérifier si les dossiers n'ont pas été transmis au procureur qui fait le mort. Non, je ne pense pas que le procureur puisse faire le mort par rapport à un dossier transmis par le président de la République. Ça, je ne l'imagine pas. Ce que je pense fondamentalement, c'est que les dossiers n'ont pas été transmis. Mais normalement, les dossiers de la FNAC doivent être transmis au procureur de la République. C'est ce que dit la loi. Mais la preuve, quand on a essayé, ça a débouché sur une crise qui a fait partir la directrice de l'OFNAC. La question, elle est que les politiques dans un pays ne sont pas au-dessus de la loi. Ah, ils sont au Sénégal, ils sont au-dessus de la loi. Normalement, la loi doit être plus dure pour les politiques que pour les simples citoyens. Les simples citoyens n'ont pas demandé à être responsabilisés, n'ont pas demandé à ce qu'on leur fasse confiance. C'est les politiques qui ont dit, maman, on leur a donné le pouvoir, on leur a donné des moyens, on leur a même donné des indemnités en conséquence pour pouvoir gérer le patrimoine commun. Mais on ne leur a jamais fait une loi au-dessus des lois. Chaque fois que quelqu'un a fauté dans un pays normal, organisé, juridiquement, il doit en répondre devant la loi. Maintenant, nous avons
évidemment des États qui ont une histoire juridique assez récente, une histoire juridique plus ou moins alambiquée parce que c'est un droit d'une société X qu'on applique à notre société avec beaucoup de complexité qui font, et surtout un niveau de compréhension des choses lié au fait que l'application stricte de la loi est très difficile. Mais l'essentiel, c'est que, Alassane, on ne peut pas choisir d'envoyer ceux-là au bûcher, protéger ceux-là, surtout que le président de la République nous avait envoyé un message avant d'être élu et surtout après être élu. La gestion vertueuse, la patrie avant le parti. Je ne protégerai personne. Autour de ces concepts qui sont autant de projets et de programmes moraux qui encadrent les programmes politiques et économiques, on aurait pu construire un état de droit. Cela ne veut pas dire qu'on n'aurait pas commis ici et là des impairs. Mais si chaque fois que l'inspection générale d'État, les corps de contrôle, la Cour de compte et les corps de contrôle attachés dans les ministres soupçonnaient quelque chose, qu'on transmette à la justice en disant faites votre travail, mais faites-le de manière équitable et de manière juste. Mais il y a beaucoup protégé, mais il peut faire toutes les dérives possibles. Mais est-ce qu'il y a, c'est pas une sorte de phénomène mondial? On a vu en France, François Fillon poursuivi par la justice française, le parquet national financier, Marine Le Pen, tous disent oui, c'est politicien, on veut éliminer un adversaire. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une sorte de mafia mondiale par rapport à l'argent des populations qui essaient de se protéger? Non, moi je ne dirais pas de mafia mondiale. Je dirais que c'est la conception que la France nous a transmise. Ce problème-là ne se poserait pas aux États-Unis. Ils sont les moins protégés du monde. C'est-à-dire ce que les autorités sénégalaises et françaises osent faire, les autorités américaines, en tout cas ceux qui sont dans le système anglo-saxon, ne le pensent pas. C'est que nous avons hérité de la France une tradition. Aujourd'hui, c'est le cas. Marine Le Pen prétend que si elle est poursuivie, c'est parce qu'elle est en campagne électorale. François Fillon prétend aussi que s'il est poursuivi, c'est parce qu'il est en campagne électorale. Mais que l'on soit en campagne électorale ou qu'on ne soit pas en campagne, on est un citoyen. On doit répondre de ses fautes chaque fois que de besoin. Donc ce n'est pas parce qu'on est en campagne électorale qu'on doit suspendre les poursuites en attendant la fin des joutes électorales. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de citoyens de première zone et de citoyens de seconde zone. Autant on peut convoquer n'importe qui, n'importe quand. Toutes les personnes qui sont justiciables peuvent être convoquées n'importe quand. N'importe quand. D'autant plus que ce sont ces personnes-là qui doivent avoir plus de responsabilités que le Sénégal lambda, comme le professeur l'a dit. C'est parce que ce sont ces gens-là qui aspirent à exercer des fonctions de pouvoir qu'ils doivent être beaucoup plus responsables que nous autres qui n'avons pas ces ambitions-là. Mais nous pensons que ce sont ces gens-là qui ont moins de responsabilités que nous autres. Nous, on peut nous convoquer quand le procureur veut, on peut nous amener à la police quand bon leur semble, mais pour ces gens-là, quand vous les convoquez, ils disent que c'est parce qu'ils sont de l'opposition ou du pouvoir. Ça n'a pas de sens. Quand on est un Sénégalais et qu'on gère, on doit être en mesure de répondre de ses actes. Il y a des règles de gestion, il faut les respecter. Oui, et ils veulent tous aller à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi on entend aujourd'hui au niveau des ministères de l'Intérieur le problème de la caution. Le ministère veut que la caution soit maintenue à 20 millions de francs CFA. Les discussions s'ouvrent, mais on a vu les partis politiques discuter autour de la caution pour avoir accès à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont le plus attachés à la diminution sont ceux-là qui l'avaient augmenté. C'est le PDS qui l'avait amené à 20 millions. Et c'est eux qui disent aujourd'hui, il n'est pas question. Les PDS qui sont dans la dèche aujourd'hui. Oui, mais quand ils étaient au pouvoir, d'autres étaient dans la dèche. Quand ils étaient au pouvoir et qu'ils avaient les moyens de réunir la caution, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir étaient dans la dèche. Mais est-ce qu'au fond, ça ne traduit pas quelque part l'idée que ceux qui sont au pouvoir s'accaparent des ressources du pays? Mais tu sais, Alassane, moi, ma conviction intime est que, en nous transmettant la souveraineté, la France nous a légué les insuffisances de son système, auxquelles on a ajouté nos propres insuffisances. Le système a été mal tropicalisé et ça donne n'importe quoi, un véritable monstre. Ce que dit Samba est très juste. Il y a des choses qui se passent en France, qui se passent dans les anciennes colonies françaises, qui ne se passent jamais dans les pays anglo-saxons. Jamais. Jamais. La transparence administrative a fait l'objet d'une loi en Suède en 1776. Bizarrement, 1776, qu'en Suède, on a mis en place une loi sur la transparence administrative. Et la transparence administrative, c'est la redevabilité. Tout ce que tu fais, tu en rends compte avant de partir. On comprend maintenant pourquoi la Suède est efficace administrativement. Évidemment, les pays nordiques. Aux États-Unis, il y a une loi sur Information Act
qui fait que n'importe quel citoyen qui a mandat rencontre à travers des rapports de contrôle et pratiquement une confrontation. On a convoqué quand même la candidate aux élections des démocrates, mais devant un jury, sur la base tout simplement de l'utilisation d'un téléphone. Hillary Clinton. Mais la France, c'est autre chose. Il ne faut pas oublier que les historiens disent qu'en tuant le roi, ils ont créé une république royale. Et les hommes politiques se sont mis à la place des rois, des ducs et des comtes qu'ils ont éliminés à la Révolution française de 1789. En transférant leur système en Afrique, singulièrement au Sénégal, qui était leur jardin d'essai, leur laboratoire de traitement des perspectives coloniales, ils ont mal tropicalisé un système. Et ici, les gens sont au pouvoir. Mais dès que quelqu'un arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on lui cherche en premier? Un griot pour s'attacher à côté de lui, pour chanter pratiquement sa généalogie. Mais on a un rapport au pouvoir sur lequel on n'a pas discuté scientifiquement et surtout politiquement pour dire le pouvoir ça sert à quoi. Or, quand moi je suis par principe contre le pouvoir censitaire, demander que les gens qui veulent bénéficier de la confiance doivent payer pour... Je suis contre la caution. Mais ce contre lequel je suis encore le plus contre, mais c'est le mode d'élection au législatif. Les députés sénégalais élus sur une liste nationale, ils représentent qui? Personne. Personne. Or, la majorité des députés sont élus sur une liste nationale. Les gens se bousculent pour être sur la liste nationale. Des batailles à mort, oui. Bataille à mort. Et dès qu'ils sont élus, moi j'aurais aimé qu'on mette la carte du Sénégal sur la table, qu'on la découpe en circonscriptions électorales, et selon des critères objectifs, on dit 3 députés ici, 5 députés ici, 10 députés ici, et les gens élisent le député de leur coin sur la base d'un projet de développement de leur coin pour développer les fameux cercles concentriques dont parlait Senghor. Les sanctions sur la législation, ils ne représentent personne. Ce pas des députés du pays, c'est des députés d'eux-mêmes et du parti qui les a investis. Ensuite, je suis fondamentalement contre les élections pratiquement à un tour pour les législatives. Il faudrait qu'on fasse des circonscriptions électorales et surtout qu'on élimine au premier tour cette tactique pratiquement qui ajoute à la confusion qu'on appelle alliance. Quand on s'allie et qu'on ne sache pas dans l'alliance qui amène quoi, c'est pas une alliance. Sauf une alliance contre le peuple. Si on faisait en sorte que personne ne puisse passer au premier tour, s'il n'a pas 50%, ceux qui passent au premier tour, ils ont 50%. Au deuxième tour maintenant, quand on s'allie, celui qui a 40% peut s'allier à celui qui a 15% et on sait exactement quel est le rapport de force. En politique, il y a une notion que les marxistes ont créée depuis toujours à travers le matériel dialectique qui ne disparaîtra jamais. C'est le rapport de force. Quand on va ensemble, que apporte chacun? Mais quand on fait les listes, mais c'est à la tête du client et c'est le chef parti qui met qui il veut. Donc, la caution, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est les modalités d'élection à la représentation à la base. Il faut qu'on donne aux Sénégalais la possibilité de choisir celui qui les représente à l'Assemblée nationale. Sinon, faire des listes nationales qui permettent à 60% des députés d'être élus dès le premier tour parce qu'ils ont une voix de plus, mais c'est pas une représentation. Ces listes et cette caution pose problème aujourd'hui par rapport aux partis politiques. Serigne Mbaye Thiam explique aujourd'hui sa position vis-à-vis de ces listes. Mais pourtant, si on regarde bien, les gens se battent pour avoir cette caution-là et aller à l'Assemblée nationale et représenter qui après? Oui, malheureusement, pour représenter eux-mêmes. Absolument. Les gens se battent pour aller à l'Assemblée nationale uniquement pour des intérêts crypto-personnels. Si on augmentait la caution, dans une certaine mesure, je suis pour la caution. Jusqu'à 100 millions? Non, dès l'instant que la caution permet d'éliminer les candidatures fantaisistes, vraiment je suis pour. Il ne faut pas accepter ce qui s'est passé aux élections passées, 26 listes. S'il n'y a pas de caution, 45 listes, vous mettez 10 minutes pour voter. Et coûte de l'argent au Sénégal. Énormément d'argent. La confection de listes. Sincèrement, ça coûte beaucoup d'argent pour des gens qui n'auront même pas 0,01%. Ces gens-là, on doit les éliminer ou à tout le moins qu'on organise les élections avec leur argent. Le ministère de l'Intérieur a dit qu'il y a 128 listes, partis qui n'ont pas de répondants. Pas d'adresse. Pas d'adresse. J'expliquais à mon épouse l'autre jour que c'est facile. Moi, si je voulais créer un parti politique, je prends notre appartement, j'en fais le siège. Absolument. Il suffit qu'on déménage pour qu'on ne nous retrouve plus. Nom de Dieu. Et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Le siège social, c'est l'appartement loué par celui qui a créé le parti. Mais si vous déménagez, le parti n'a plus de siège. Or, si on vous envoie une convocation, on vous l'envoie dans l'adresse statutaire. Absolument. Or, vous avez quitté cette adresse il y a peut-être 10 ans. Mais vous êtes pour l'augmentation de la caution? Je suis pour l'augmentation de la caution si
c'est pour éliminer les candidatures fantaisistes. Au présidentiel ou au législatif? Parce que Au législatif. Pour éliminer les candidatures fantaisistes. Mais je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des gens qui ont une certaine représentativité qui peuvent aller à l'Assemblée nationale et représenter les intérêts des Sénégalais et qui n'auront pas les moyens pour se présenter. Il faut bien trancher la question. Oui, c'est ça. Non, c'est pourquoi je dis, voilà le débat. Mais présentement, comme je le dis, je préfère qu'on élimine les candidatures fantaisistes en augmentant le montant de la caution pour qu'on ait au moins des groupes rationalisés. Que les gens puissent se coaliser avant, des petits, du moins les petits groupes qui pensent pouvoir apporter des choses à cette société-là, se coaliser et créer la caution pour participer. Mais, objectivement, je suis pour la caution qu'on l'augmente pour éviter les candidatures fantaisistes. Mais il y a quand même eu, la référendum a permis aujourd'hui qu'il y ait des listes indépendantes. Mais les décrets d'application font qu'aujourd'hui, il faudrait réunir beaucoup de signatures. Et la plupart des indépendants ne risquent de pas avoir ces signatures. C'est-à-dire, quand on fait... C'est une façon de les éliminer avec les décrets d'application. On donne de la main droite ce que l'on retire de la main Même si parmi les indépendants aussi, il y a des politiciens encagoulés aussi. Hein. Mais la plupart, moi je crois pas, il y a deux choses auxquelles je crois pas. Ce qu'on appelle indépendants, je ne crois pas, et ceux qui, si vous voulez, contournent également les éléments à travers d'autres formes d'organisation. Il faut être sérieux. La politique, c'est la chose la plus sérieuse qu'on puisse faire dans une société. Dans des pays normaux, hein. C'est la chose la plus sérieuse que l'on puisse faire dans une société ordonnée. Normal. Oui. Nous sommes ordonnés. Parce que c'est un don de soi à sa société pour lui permettre d'avancer, de faire des progrès. Mais quand, à la veille d'une élection, on tient la calculette, au lieu d'un programme structuré autour de l'observation de contraintes, de difficultés, d'obstacles à lever par des méthodes que voilà, par les moyens que voilà, c'est pas ça. On tient une calculette à la main. Parce que la caution, pour pouvoir, c'est un obstacle. Pour ceux qui veulent y aller, c'est un investissement. On investit en croyant récupérer à l'arrivée les dividendes. Or, c'est pas ça la politique. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est un service rendu à sa société, mais par rapport à des compétences, des savoir-faire et surtout des savoir-être. Mais si elle est considérée au Sénégal comme un métier? C'est un métier. Malheureusement. C'est un métier. Et tant qu'il deviendra un métier, on aura une espèce de société politique, mais complètement désincarnée, complètement découpée de la réalité sociale, et qui, à l'intérieur de son propre système, s'autogère. Les gens vont ensemble, quand leurs intérêts commencent à être compliqués, ils se séparent, mais ils se retrouveront après sur d'autres trucs, et ainsi va. Pendant ce temps, le peuple continue à souffrir. La politique, c'est pas un métier. Moi, j'en connais dans des sociétés où les gens, par rapport à des compétences avérées à un moment donné dans le contexte, donc, apportent une contribution politique et après retournent à leur métier. La preuve, quand on est ministre, quand on quitte l'université pour aller dans un gouvernement, mais quand on vous enlève du gouvernement, vous ne voulez plus retourner à l'université, il faut qu'on vous trouve une ambassade ou une direction générale ou un PCA. Alors que, mais on voit ailleurs, des gens quitter l'université, quitter l'industrie, quitter la banque, aller faire preuve de compétences sur le champ politique et revenir à leur métier. Ici, quand vous quittez votre métier pour aller au gouvernement, quand vous n'êtes plus ministre, il n'est pas question de revenir. Mais est-ce que cela n'est pas dû justement à la conception que les Sénégalais ont même de la politique et des politiciens? Il faut qu'ils se comportent comme ça. Ça revient tout le temps. C'est la conception que nous avons. Je vous ai dit une fois, il faut que nous ayons une rupture par rapport à la manière de concevoir le fait de faire de la politique. Absolument. Comme l'a dit le professeur, c'est un don de soi. J'ai des compétences, j'ai des capacités que je peux mettre au service de ma société. Quoi que cela puisse me coûter, je le ferai. Mais lorsqu'on entre en politique, comme le disait le président Kéba Mbaye, c'est le plus court chemin pour arriver au sommet. Les gens en ont fait maintenant l'ascenseur par lequel ils arrivent au sommet. Or, faire de la politique, ce n'est pas pour s'enrichir. Ce n'est pas pour se servir parler vulgairement, mais c'est pour servir. On fait de la politique parce qu'on a des ambitions par rapport à sa localité, on a des ambitions par rapport à son pays, et on pense qu'on a la motivation, les connaissances et l'intelligence nécessaires pour les mettre au service de sa société et faire avancer les choses. Et si les politiciens en face par des militants, des clients politiques, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement, c'est ça aussi, parce que des deux côtés, autant nous accusons les politiciens, entre guillemets, mais autant aussi nous devons accuser les populations. Parce que ceux qui vous ont élus n'attendent pas que vous leur fassiez des routes, pour l'essentiel. Ils n'attendent pas à ce que vous dotiez les hôpitaux et les centres de santé de médicaments. Ils attendent à ce qu'il y ait un retour.
eux aussi par rapport à l'investissement qu'ils ont fourni en termes d'efforts pour que vous soyez élus. Ils ont fourni beaucoup d'efforts pour que vous soyez élus, en contrepartie attendre le retour de l'ascenseur. Mais les gens qui vous diront nous voulons que le maire parte parce qu'il n'a pas fait ceci ou n'a pas fait cela, vous l'entendez rarement, mais parce qu'il n'a rien fait pour nous. Voilà les raisons pour lesquelles nous voulons faire. Est-ce que cette rupture-là, justement, elle est possible au Sénégal aujourd'hui? Est-ce qu'elle est possible dans la façon de faire la politique aujourd'hui, aussi bien de l'opposition que du pouvoir, et même la conception des Sénégalais de la politique? Est-ce qu'il est possible de faire rupture? Ah oui, moi je suis un historien et je ne suis jamais pessimiste. Maintenant, ça va être très difficile. Extrêmement difficile. C'est une société extrêmement complexe, avec différents acteurs qui sont tous sur le champ politique, dont la majorité s'interdit d'être dans le champ politique. Pour faire de la politique de manière saine, de manière vertueuse, au service du pays, d'abord il faut reprofiler les acteurs politiques. Vous-même, dans la communication, vous parlez de clientèle politique. Quand on est dans le rapport de clientèle, on est dans un rapport marchand, d'acheteurs et de vendeurs. Qui vend, qui achète, ben ça, c'est clair. Alors qu'en politique, on n'est pas dans un rapport clientéliste, on est dans un rapport militant, d'engagement, libre et gratuit. Notre société est une société complexe. J'ai dit récemment sur un de vos plateaux qu'à l'indépendance, on ne s'est pas arrêté pour faire l'état des lieux politiques avant de redémarrer. Et les assises nationales ont servi à quoi? Mais les assises nationales ne sont pas au pouvoir. Les assises nationales ne sont pas au pouvoir. Et les partis quelque part aussi, hein? Ah oui. Si à l'indépendance, on s'était dit, on entame une autre trajectoire politique qui est tributaire de notre trajectoire avant la colonisation et pendant la colonisation. Qu'est-ce que nous avions de bien qu'on a inventé que les Français ne nous ont pas? Qu'est-ce que les Français, avec 150 ans de compagnonnage, nous ont laissé de bons susceptibles d'eux? On n'a pas fait. On est arrivé à l'indépendance avec Senghor, qui était un produit français qu'on nous a servi sur un plateau, avec un système français. Or ça, cela fait ajouter à nos propres lacunes et insuffisances qu'on a un système politique extrêmement complexe. Avec des acteurs, il faudra que les intérêts crypto-sociaux, la classe maraboutique et son jeu dans le site politique, les autres acteurs, tout le monde fait la politique aujourd'hui. À ce moment-là, il va falloir nécessairement oser. Oser, c'est que quelqu'un arrive au pouvoir, tel un Sankara au Burkina, et assume la rupture. Et moi je dis, honnêtement, en 2012, j'y croyais avec Macky Sall. Je le dis, sans forfaiture. Moi je n'attends rien de personne. Mais en 2012, je m'y attendais. Les ruptures, le mot c'était la rupture. Mais il est rentré dans les rangs apparemment. Ah oui, mais parce que les gens vous diront toujours, oui, quand on est au pouvoir, on se rend compte que c'est vrai dans l'absolu. Mais c'est pas vrai absolument et définitivement. Il y a des ruptures possibles. Et les ruptures possibles, cela nécessite que l'on mette en place des stratégies et des méthodes de gestion politique qui mettent le peuple et le pays au-dessus de tous les intérêts. Les djihadistes arrêtés au Sénégal, c'est le dernier point de notre débat. Quelle stratégie aujourd'hui pour contenir ces menaces, M. Noussamba? Contenir cette menace, ça va être extrêmement difficile. Du fait des enjeux, de la position du Sénégal par rapport aux zones dans lesquelles se développent ces activités. Le Sénégal semble être une cité dortoir pour ces djihadistes? Probablement. Parce que pour la bonne et simple raison qu'il y a apparemment une certaine accalmie, et ça laisse quelque part nos autorités un peu dormir sur leur laurier, ce qui ne doit pas être. Mais nous avons le Mali à côté, la Mauritanie de l'autre côté. Nous avons des cellules dormantes parce que de plus en plus on arrête des gens pour des faits de, ou en tout cas des intentions de terrorisme. Cela veut dire qu'il revient à nos services de sécurité, à nos services de lutte contre le terrorisme, d'essayer d'identifier tôt et de décrypter le message et de pouvoir arrêter. Mais nous ne sommes pas à l'abri, nous ne sommes ni à l'abri et nous ne sommes ni plus protégés ni moins protégés que les autres. La menace, elle est là. Il faut que nous fassions beaucoup attention pour la bonne et simple raison que toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse y avoir des attaques. Parce que c'est des gens qui veulent installer un islamisme salafiste, qui veulent lutter contre les
comment on l'appelle encore, l'islam confrérie que nous avons chez nous, les intérêts français qui sont là, les intérêts occidentaux qui sont là. Donc tout est réuni pour qu'il puisse arriver. Il revient à nous maintenant de voir dans quelles conditions nous pouvons de manière préventive éviter que cela n'arrive. Mais difficilement. Est-ce que dans cette prévention, il faut mettre à contribution, comme la police l'a dit, les populations pour que dès qu'ils voient des choses suspectes dans leur quartier, qu'ils avertissent, mais alertent? Dans cette question, c'est une question extrêmement importante. Il ne faut pas que les Sénégalais l'abordent comme on aborde aussi trivialement toutes les questions. Moi, je suis membre responsable du comité scientifique du symposium qui précède le Gamou de Tivaouane depuis 2010. En 2011-2012, le thème de ce symposium, c'était radicalisme et radicalité, quelle réponse de l'islam confrérique au Sénégal. D'abord, la première des choses, c'est que ce n'est pas une question qu'il faut politiser, sur laquelle n'importe qui peut dire ce qu'il veut, parce que c'est une question trop sérieuse. Je suis allé dans des pays, après le passage des agressions terroristes. Les gens sont traumatisés. Traumatisés, je dis. Et ça laisse des séquelles, indubitablement, de manière échec. La deuxième chose, c'est que la réponse, elle se trouve dans notre pays, pas exclusivement chez les politiques qui ont le pouvoir, elle se trouve partout. C'est pour répondre à ta question, nous, notre symposium, c'était quelle réponse de la Tidjaniya du Sénégal, de la Mouridia du Sénégal et des confrères du Sénégal face à la menace terroriste. C'est quoi la réponse? Ils ont une réponse qui c'est d'abord de communiquer, d'enseigner, d'éduquer les gens dans le vrai sens de l'islam. Parce que ma conviction intime de scientifique et de croyant, c'est que les terroristes là ne sont pas des musulmans. C'est ma conviction intime de croyant et de scientifique. Une question sur laquelle je travaille, Bakary Sam pourrait vous en dire. Donc éduquer, former sur le vrai sens du message islamique. La deuxième chose, c'est les responsables politiques. L'État du Sénégal, par rapport à cette question, comme par rapport à d'autres questions, a la responsabilité de la sécurité des populations. Et je pense que depuis 6 mois, on n'a jamais vu autant de gendarmes et de policiers en faction au Sénégal que depuis 1 an. À tous les ronds-points, vous avez les gendarmes en acte avec leur qui et ailleurs. Oui, ça n'empêche pas que les braquages et les agressions. Oui, mais parce que aussi la pauvreté et son lot de conséquences sociales ou sociétales fait que le banditisme, la criminalité augmente dans ce pays. Ça, c'est une réalité objective. Parce qu'on ne peut pas courir en même temps derrière les terroristes et derrière les voleurs et les braqueurs. Par contre, il y a aussi, mais réellement, fondamentalement, une responsabilité sociale. Mais il y a la manière de le dire. La police ne peut pas dire aux gens, soyez tous des délateurs. Mais on peut éduquer les gens dans le sens d'une stratégie d'endiguement du terrorisme qui fera que les gens auront des comportements citoyens, qui feront que chaque fois qu'ils verront des choses qui ne leur paraissent pas normales, mais qu'ils puissent prendre les dispositions. Moi, j'habite dans un quartier où il y a 10 ans, on avait une certaine invasion de certaines populations que je ne veux pas nommer. Il m'est arrivé d'appeler la DIC pour dire à 2 pas de chez moi, il y a des populations qui mériteraient peut-être d'être... Et quand la DIC est arrivée, il s'est trouvé que c'était des dealers, des gens qui faisaient le trafic de drogue. Je n'ai jamais dit cela, mais parce que ça aussi est un comportement citoyen. Mais je dis, c'est des choses extrêmement graves sur lesquelles il faudrait que chacun de nous se sente responsable sans être ni un délateur, ni un... Oui, mais de façon basique, il y a des choses qui se passent dans les quartiers aussi, toujours dans les trucs de sécurité, où des gens font des baptêmes, où organisent aujourd'hui des chants religieux, ils barrent toute la route, personne ne peut passer. Ça aussi, c'est un problème aussi. Un véritable problème. Et que la loi n'est pas respectée dans ce genre de situation. La police ne dit rien, le ministère de l'Intérieur ne dit rien du tout. C'est des choses qui sont interdites. Vous passez par une rue, on la barre parce qu'il y a un baptême ou un mariage. Il y a une loi qui l'interdit. Elle n'a pas appliqué cette loi. Malheureusement, c'est toujours le problème de l'impunité. C'est comme les cérémonies familiales. Il y a une loi qui l'engage pour les dépenses. Donc, au Sénégal, on a une excellente réglementation. La législation, elle a presque tout prévu et tout encadré. Mais le problème, c'est le problème de l'application des dispositions légales et réglementaires dans ce pays. Les gens pensent qu'ils peuvent le faire en toute impunité, parce que malheureusement, pendant plus de 50 ans, les gens le font, il ne leur est rien arrivé. Il est temps que maintenant qu'on arrête. Le président de la République, quand on l'a élu, le premier message qui nous a servi, une gestion sobre et vertueuse, le respect des règles, c'est sur quoi on l'attendait. Et c'est pourquoi, comme le dit le professeur Mekam, au début nous avions tous l'espoir que les choses allaient changer. Absolument. Parce qu'il est jeune, il est né après les indépendances, il aurait pu le faire et y arriver.
Point final à remis ménage à la technique Abdoulaye Diop. C'est de gros enjeux, mais il faut y aller. Micro à la scène Sambo Diop, excellent dimanche à tous. How can life be what you want it to be? You're frozen when you're